Donc, je suis moi-même Gaëlle Vandeput, je suis chargée de logistique pour la PCC et pour le SVC. Donc, la PCC, c'est l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. Et le SVC, c'est le sommet virtuel du climat. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette webconférence sur l'adaptation des villes au changement climatique. Et on est ensemble pour 1h30. Alors, avant de laisser Solveig et Anne de Mosaïque présenter nos intervenants, je voulais simplement revenir sur la mission de cet événement, qui est de permettre aux entreprises et aux collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Donc, comme vous avez pu le voir sur le programme, on a près de 50 webconf et ateliers qui tous tentent de répondre aux 2 questions que vous voyez actuellement s'afficher à l'écran. Donc, n'hésitez pas à aller parcourir le programme et à vous inscrire à toutes les interventions qui vous semblent utiles pour vous. Alors, cet événement est initié et coordonné par l'APCC et coporté par l'ADEME, l'ABC, donc l'Association Bilan Carbone, et la Fédération Sinov. Et aussi n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de toutes nos parties prenantes. Et donc, on souhaitait remercier dans cette petite introduction nos sponsors et partenaires que vous voyez aussi s'afficher à l'écran, mais aussi toutes les personnes qui nous ont soutenus de plein de manières différentes depuis notamment la première édition qui avait eu lieu en 2019. Alors, sachez que toutes les webconférences et ateliers sont gratuites. On a vraiment eu à cœur de proposer un événement accessible à toutes et tous. Néanmoins, si vous souhaitez nous soutenir et contribuer à la pérennité de l'événement, vous pouvez nous faire un don. Et donc, à ce titre, je vous mets le lien dans le chat à toute fin utile. Pour les aspects logistiques de cette webconf, quelques points à noter juste avant de démarrer. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions comme vous le souhaitez tout au long de la webconférence par écrit dans l'onglet questions-réponses. Donc, c'est là que les intervenants viendront piocher vos questions pendant la webconf. Donc, vraiment, utilisez bien cette boîte de dialogue-là pour poser vos questions. Et à côté de ça, vous avez aussi la boîte discussion de dialogue qui, là, va vous permettre de faire vos remarques et commentaires si vous le souhaitez ou faire, me poser vos questions pour tout ce qui est d'ordre technique autour de la webconf. Dans la boîte de discussion, attention, prêtez bien attention aux destinataires. Quand vous envoyez votre message, il faut bien que vous sélectionnez panélistes et participants si vous souhaitez que tout le monde voit vos commentaires. Voilà, les slides et le replay de ce webinaire seront disponibles courant décembre sur le site du Sommet virtuel du climat. Et puisque vous êtes inscrit à la webconf, vous recevrez un mail pour vous indiquer de la publication du replay dès que possible. Voilà pour les précisions techniques. Et juste dernière chose, vous êtes beaucoup d'inscrits et donc potentiellement beaucoup de participants ce matin. Donc, on n'est pas certain de pouvoir traiter toutes les questions pendant cette session. Si vous n'obtenez pas réponse à vos questions, n'hésitez pas à recontacter les intervenants. Vous aurez leur mail dans le mail de replay justement que vous recevrez là. Alors, un premier mail que vous allez recevoir juste après la webconf et vous en recevrez un second courant décembre, comme je disais, dès que le replay sera disponible. Donc voilà, vous aurez leur mail et vous pourrez les recontacter si besoin. Donc, il me semble que pour ma part, j'ai tout dit. Donc, je vous laisse la parole, Anne et Solveig, c'est à vous. Donc, bonjour, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Solveig Chanteux, donc je suis consultante en aménagement et développement durable à Mosaïque Environnement. Ce matin, donc, on souhaitait, donc, avec les intervenants, vous proposer un tour une table ronde autour de la question de l'adaptation des villes au changement climatique et plus particulièrement sur la question notamment de la végétalisation et de l'enjeu justement lié à la prise en compte du végétal et du vivant dans cette démarche d'adaptation des villes au changement climatique. Alors, du coup, je vais partager mon écran. Alors, pour répondre à cette question, donc on accompagne maintenant donc Saint-Étienne Métropole depuis plusieurs mois, bientôt 2 ans, sur la question justement de la prise en compte du vivant dans ces démarches. Et la question qu'on souhaite poser aujourd'hui, c'est en quoi l'enjeu finalement de végétalisation des villes va venir réinterroger les modes de faire et d'organisation des collectivités. Et on souhaitait effectivement vous s'appuyer sur l'exemple de Saint-Étienne Métropole et de la ville de Saint-Étienne pour répondre à cette question. Donc, sans plus attendre, ce que je vous propose,
c'est un petit tour de table des intervenants. Donc, à mes côtés, il y a Anne Lastman qui va donc être là aussi pour relayer donc, les questions que vous posez dans le chat. Et puis, je vais lancer le tour de table. On va commencer par Sylvie Fayolle qui va se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent pour cette conférence en visio. Voilà. Donc, moi, je suis maire d'une commune de la métropole de Saint-Étienne qui s'appelle Saint-Paul-en-Cornillon, qui est une commune des Gorges de la Loire. Et je suis donc deuxième vice-présidente de Saint-Étienne Métropole en charge du développement durable et de la transition écologique. C'est mon deuxième mandat de maire. Je suis élue maire depuis 2014. Mais je suis élue dans ma commune depuis 1995. Donc, j'ai fait tout un parcours, conseillère municipale, adjointe, maire. Et au niveau de la métropole, je suis vice-présidente chargée du développement durable depuis 2014 également. Donc, c'est mon deuxième mandat. Et depuis le 2 juillet de cette année, de 2021, j'ai également en charge la vice-présidente tourisme au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et je suis ravie de participer ce matin pour justement vous faire part de tout ce que l'on a pu faire au niveau de la métropole sur cette thématique. Voilà, merci. Cécilia, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous, Cécilia Malherbe. Donc, je travaille à Saint-Étienne Métropole dans une direction qui est mutualisée avec la ville de Saint-Étienne, direction donc, du développement durable et des énergies. Et j'ai plus particulièrement en charge les questions donc, de biodiversité et de trame verte et bleue. Et donc, je pilote le contrat vert et bleu, qui est une contractualisation qui nous a permis de financer les actions qu'on vous a présentées avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Frédéric ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis paysagiste concepteur et urbaniste, gérant de l'agence Erantis à Lyon. Nous sommes les co-traitants de Mosaïque Environnement qui intervenons sur cette stratégie biodiversité pour la métropole de Saint-Étienne. Et je suis aussi également maître de conférence en ville, territoire et paysage à l'école d'architecture de Grenoble. Monsieur Besset ? Bonjour à tous. Donc, je suis chef de projet aménagement urbain à la ville de Saint-Étienne dans la direction renouvellement urbain. Je m'occupe notamment du projet Nature en ville, qui est la déclinaison de la trame verte et bleue de la ville de Saint-Étienne, donc sur tous les problématiques d'intégration des enjeux environnementaux aux opérations d'urbanisme. Du coup, Martine Jeune ? Oui, bonjour, je suis Martine Jeune, donc je suis chargée de mission et enseignante au niveau du campus de Montravel, qui regroupe effectivement le CFPPA de Montravel, le lycée horticole et aussi une exploitation horticole. Et Monsieur Bouchu. Oui, bonjour. Du coup, moi j'interviens. Donc, je suis formateur en environnement développement durable. Donc, j'interviens dans les formations du paysage et de l'horticulture. Et puis, je suis chargé de mission. Je travaille notamment sur des projets comme la haie, le végétal local. On aura l'occasion d'y revenir dessus. Donc, sans plus attendre, je vais vous donner quelques petits mots de contexte un petit peu sur le sujet qu'on vous propose ce matin. Donc, la végétalisation, un enjeu pour l'adaptation des villes au changement climatique. C'est, on va dire, désormais reconnu que les espaces de nature en ville et particulièrement l'arbre vont constituer un véritable atout pour la climatisation de la ville, alors que ce soit de manière directe par l'ombrage qui est procuré, la réduction aussi de l'effet d'accumulation de la chaleur au niveau des revêtements minéraux, la ventilation que cela peut induire, la microventilation, et surtout un effet majeur qui est l'évapotranspiration du végétal, qui va permettre en période chaude de diminuer de manière assez importante la température
C'est parfois de plusieurs degrés pour les études qui ont pu être menées sous justement certaines structures végétales. Alors désormais, effectivement, il y a de nombreuses collectivités qui s'engagent dans des politiques ambitieuses de végétalisation des villes. Donc la métropole de Saint-Étienne et la ville de Saint-Étienne en font partie. Mais ça, évidemment, ça suppose de changer en partie les modes de fait et d'organisation des collectivités, puisque ça va interpeller la question de la planification du territoire, notamment tout ce qui va être du registre des documents d'urbanisme et la manière… Il y a Sylvie Fayol, j'ai vu, ça c'est l'élu. Merci de couper vos micros. La végétalisation des villes donc, va aussi, effectivement, la manière dont les documents d'urbanisme prennent en compte donc, ces structures végétales et la présence du végétal en ville. Ça va intervenir également sur la question de l'aménagement de la ville, la manière dont on le conçoit. Ça va avoir des conséquences sur tout ce qui va être conception et gestion des espaces verts. Et puis, de manière plus large, cette ambition de végétalisation, elle va supposer en fait une large implication des collectivités et des acteurs en charge de l'aménagement du territoire, et ce, en fait, sur toute la chaîne en fait, de production des projets urbains. Et ça ne s'arrête pas uniquement aux portes, on va dire, des acteurs et des décideurs, mais la société civile est également actrice de cette politique de végétalisation au travers notamment de la gestion de leur propre détrainement privé. Donc, si on regarde un petit peu les leviers qui sont actionnés pour, on va dire, pouvoir végétaliser massivement donc, les villes, ça va effectivement du portage politique et technique de cette ambition, notamment au sein des collectivités. Il faut que ça constitue donc un enjeu partagé. Ça suppose aussi une montée en compétence des acteurs qui interviennent dans l'aménagement du territoire, puisque la prise en compte du végétal, qui donc sont des organismes vivants, nécessite des compétences particulières et puis des savoirs en matière d'écologie, d'agronomie, etc. Ça suppose aussi une évolution des modes de faire, c'est-à-dire de la manière dont on va concevoir, gérer nos espaces verts pour prendre en compte cette dimension du vivant. Et ça suppose aussi, et ça on le verra au travers de l'intervention du lycée de Montravel, de développer sur le territoire des filières appropriées pour produire les végétaux qui seront nécessaires. Donc, on a souhaité effectivement pouvoir aborder cette question au travers du territoire de Saint-Étienne Métropole et de sa ville-centre Saint-Étienne. Donc, rapidement, pour situer effectivement la métropole qui est dans le département de la Loire, c'est 53 communes, c'est plus de 400 000 habitants et donc une ville-centre qui est Saint-Étienne. Donc, je passe en premier lieu la parole à Sylvie Fayol. Alors, vous portez depuis plus de 10 ans des actions en faveur de la biodiversité et des trames vertes et bleues. Alors, quels sont selon vous donc les leviers d'une politique d'aménagement du territoire en faveur du vivant? Oui, merci. Alors, bien sûr, depuis plus de 10 ans, comme vous le dites très bien, mais moi, je vais quand même vous parler depuis 2014, puisque moi, je suis aux affaires depuis 2014. Donc, évidemment, il y avait des choses qui avaient été débutées. Vous voyez, avant qu'on arrive, on avait un contrat de territoire corridor biologique. Donc, ça, c'était qui a dû se terminer à peu près, Madame Malherbe, 2015, c'est ça, hein? Madame Malherbe m'entend pas, bon, c'est pas grave. Donc, environ… Tout à fait, c'est ça. C'est ça, 2015, c'est bien ça. Et ensuite, donc, dès 2014, quand j'ai eu la responsabilité donc, du développement durable, tout de suite, et ça, j'ai envie de dire, même si ce n'était pas à la mode à l'époque, parce que ça, j'aime beaucoup insister là-dessus, parce qu'en 2014-2015, on ne parlait pas du changement climatique comme on en parle maintenant, on ne parlait pas du développement durable, on ne parlait pas de la biodiversité de la même façon qu'en 2021. Il n'y a pas un gros laps de temps entre les deux et pourtant, il y a eu vraiment beaucoup d'évolution. Donc, comme il y avait ce contrat corridor,
quand je suis arrivée donc dans la direction développement durable, je me suis dit, il faut qu'on prolonge ça, c'était quelque chose d'intéressant. Donc, on est tout de suite allé chercher un contrat vert et bleu en relation, donc en conventionnement avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par contre, pour moi, quand vous dites comment on fait pour aménager un territoire, bien sûr, il faut qu'il y ait une forte volonté politique et un fort portage politique. Ça, c'est la première des choses. Il faut vraiment insister là-dessus, c'est primordial. Mais pas que, il faut également, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes accompagnés également par Montravel pour montrer comment ça peut se décliner donc, sur un territoire, avec un lycée par exemple, parce que, à notre sens et à mon sens, il faut qu'il y ait des partenaires qui soient partie prenante sur le terrain. Ça, c'est la première, peut-être la deuxième des choses, le portage politique et le partenariat sur le terrain. Qu'est-ce que j'appelle partenariat? Eh bien, qu'autour de nous, il y ait des gens qui soient partie prenante des choses que l'on porte. Et ce contrat vert et bleu, il a vraiment une spécificité, c'est qu'on en a eu deux en plus, on en a eu un premier plus un deuxième, donc qui se termine fin 2022, là, voilà. Et c'est pas moins de 11 partenaires qui ont signé ce contrat à nos côtés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des partenaires se sont engagés autour de nous pour porter eux-mêmes des actions que l'on souhaitait qui se réalisent sur notre métropole. Alors, les partenaires sont très divers. Ça peut être l'université, ça peut être, comme on va voir le lycée, un lycée agricole, mais également la SNCF, également la DIR Centre-Est, le Conservatoire des espaces naturels du Massif central, la LPO, la FNE, etc. Vous voyez, c'est vraiment, comment dire, vraiment partenarial. Et puis, on a également été lauréat de plusieurs appels à projets. C'est-à-dire que nous avons souhaité candidater sur des appels à projets qui concernaient cette biodiversité. Donc, nous avons fait Nature 2050. Nature 2050, c'est la création d'un verger conservatoire en centre-ville et la végétalisation d'un bassin, si vous voulez, qui était très artificiel. Donc, on avait remis des radeaux de végétation sur ce bassin-là. Nous avons candidaté à Métropole Nature, donc on a eu 3 libellules l'année où on a candidaté, et également on a été territoire engagé pour la nature, et nous menons maintenant cette stratégie pour la métropole. On met en place une stratégie biodiversité pour devenir une métropole nature. Donc bien sûr, pour réaliser tout ça, des partenaires, un fort portage et également des fonds que nous sommes allés chercher. Mais par contre, quand on fait tout ça, est-ce que c'est facile du premier coup? Ben, pas vraiment. Il y a quand même des freins que l'on peut identifier. Donc, parfois, on se rend compte qu'il y a un manque d'échange entre les différents services. On pense qu'il y a des manques de moyens. On s'en rend compte dédiés à la gestion des espaces, parce que quand on veut gérer les espaces autrement, eh bien, il faut justement développer les choses, peut-être avoir de nouvelles pratiques, etc., etc. Et puis aussi des choix au niveau du PLU. Alors donc, nous, l'avantage que l'on a également actuellement, c'est qu'on travaille en parfaite symbiose avec le PLU, puisqu'on est en train de travailler sur un PLUI. Donc, ça nous permet également de vraiment poser les bonnes bases. Alors après, dans la sphère privée et publique, il peut y avoir aussi des freins, c'est-à-dire que des gens qui ont abandonné, par exemple, des jardins, des choses comme ça, qui veulent mettre des haies très, très épaisses pour ne pas voir les voisins. Bon, voilà. Par contre, ça, quand on dit l'intérêt pour les jardins, ça a beaucoup changé depuis le confinement, par contre, parce qu'on se rend compte que les gens, au contraire, ont ce retour à la terre, et ça, c'est plutôt positif. Ensuite, les collectivités comme les propriétaires parfois disent bon, il ne faut pas non plus que les espaces verts prennent le pas sur l'urbain. Bon, il faut trouver le bon curseur. Alors, par contre, je vois, excusez-moi, là, je n'arrive pas à lire. Je vais regarder parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses dans la discussion. C'est très discutable de dire qu'on ne parlait pas du changement climatique. Bon, mais je verrai ça après. D'accord.
Voilà. Non, attendez, je n'ai pas tout à fait dit qu'on ne parlait pas du changement climatique, mais c'était quand même beaucoup moins prégnant qu'actuellement. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. Voilà. Bon, on va peut-être continuer, on répondra aux questions. Oui, alors j'ai pas précisé, en effet, on répondra donc aux questions, on prendra une question par participant entre chaque intervention et on aura une demi-heure consacrée au débat à la fin. D'accord, très bien. Alors ensuite, des leviers à actionner. Donc ça, c'était intéressant. C'est qu'il faut absolument que, comme je vous le disais, que tous les acteurs partagent les enjeux et la vision du territoire. Il faut qu'on ait vraiment quelque chose de commun. Ensuite, une stratégie d'une commande politique. Alors ça, je vous l'ai dit également, au niveau de la métropole. Ça, il faut vraiment le porter politiquement pour que ça puisse être un réel engagement. Donc, nous, au niveau de la métropole de Saint-Étienne, pas de souci du tout de ce côté-là, puisque dès 2014, nous en avions fait un axe prioritaire du mandat. Et lors de notre renouvellement, en 2021, on a accentué encore les choses au niveau développement durable et transition écologique et énergétique, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il fallait également mobiliser les élus et les agents des communes. Ça, c'est très, très important parce que, par exemple, je ne donnerai qu'un seul exemple. Quand on parle, par exemple, du zéro phyto dans les cimetières, eh bien, il a fallu vraiment faire beaucoup, beaucoup de pédagogie pour que tous les collègues maires se disent, eh bien oui, dans les cimetières, pourquoi pas, acceptons la végétalisation, acceptons l'herbe qui pousse, etc. ou autre. Donc, vous voyez, il faut un changement un changement d'approche et expliquer toujours, moi j'interviens toujours sur le côté pédagogique, expliquer aussi bien aux collègues qu'à la population pourquoi on fait les choses. Hein. Et puis, toujours démontrer qu'au contraire, sur un territoire, préserver la biodiversité, eh bien, ça ne peut être qu'un atout supplémentaire. Et ça, j'insiste, un atout supplémentaire pour le territoire, une certaine attractivité et ne pas oublier que cette biodiversité, eh bien, on en fait partie, nous, les êtres humains. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, vous voyez, faut pas hésiter, même si parfois, là, je pense que tous les participants qui sont autour de la table sont des convaincus, ils travaillent dans ce domaine, ils sont certainement techniciens et travaillent pour la préservation de la biodiversité, donc c'est peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais ça me semble important pour tout le monde, qu'on explique donc au niveau de nos habitants, au niveau de nos collègues élus, etc. Ça me paraît quelque chose de primordial. Voilà, on va continuer, s'il vous plaît, la diapo suivante. Alors, au niveau de cette montée en puissance, maintenant qu'on a fait ces 2 contrats vert et bleu et qu'on souhaite aller vers cette stratégie biodiversité globale, il est important d'avoir une mobilisation de l'ensemble des délégations et des directions de la collectivité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on travaillait déjà ensemble, hein, il y avait déjà beaucoup de transversalité. Mais pour cette stratégie, on est persuadé que pour qu'elle réussisse et pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit co-construite avec toutes les directions de notre métropole. C'est pour ça qu'on a eu des échanges, et vous verrez tout à l'heure dans la suite du diaporama, on a eu des échanges avec chacun des VP et on a travaillé des fiches pour chaque direction et on s'est dit, voilà, voilà ce que vous pourriez faire dans votre direction, qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont vos idées, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus, etc. On a co-construit ces fiches. Donc ça, c'était très intéressant et on a eu un écho très, très favorable des collègues qui même faisaient parfois des propositions au-delà de ce qu'on aurait pu espérer. Donc, un très bon accueil et vraiment une prise de conscience globale. Et ça me paraît très intéressant pour que les choses puissent réussir. Et n'oublions pas non plus, comme je vous disais, s'il vous plaît, au niveau des communes, des partenaires, et la société civile. Ça aussi, c'est très important que tout le monde se sente impliqué par ces choses-là. Donc, nous, on fait beaucoup de sensibilisation aussi. On a beaucoup d'expositions, des jeux, des choses comme ça qui peuvent être prêtées au niveau de notre collectivité, au niveau des différentes communes. Et puis également, si vous voulez, on a aussi un plan d'éducation au développement durable et on a des écoles qui peuvent s'inscrire dans des
thématique pour devenir école éco-citoyenne dans leur quartier. Donc, vous voyez, par l'école, par la sensibilisation des enfants, eh bien, quand on fait école éco-citoyenne et son quartier, eh bien, on sensibilise aussi tous les acteurs d'un quartier et bien sûr, à travers les enfants, tous les parents. Donc, ça, c'est aussi important. Aussi une formation quand on a décidé donc de faire cette stratégie biodiversité, on a voulu faire une formation pour les agents. Ça me paraissait très important également. Donc, vous voyez, on a 75 agents qui ont été formés, qui travaillent dans les différentes directions de la métropole. Ça, c'était très important parce que si on souhaite être efficace, eh bien, il faut, ça passe aussi par de la formation, par de l'information. Donc, vous voyez, ils ont été formés trame verte et bleue urbanisme, biodiversité et construction, conception et gestion des espaces publics, la place de l'eau dans la ville, ça c'est aussi très important parce que on travaille parfois beaucoup sur la trame verte, mais il ne faut pas oublier la trame bleue non plus, qui est quand même quelque chose de très important. Et ça permet de donner une culture commune au sein d'une métropole pour les agents. Et chaque fois, après, bien, comme les collègues VP, les agents, et bien, après, il y a la petite étincelle qui dit « Ah ben oui, mais là, quand je fais tel aménagement, tel projet, n'oublions pas, on a engagé dans cette stratégie biodiversité, comment faire, etc. » Donc, toujours avoir cette réflexion. Et comme je vous ai dit pour les VP tout à l'heure, les agents ont montré un très vif intérêt pour le sujet et ils souhaitent vraiment évoluer dans ce sens et bien sûr accompagner la politique que l'on souhaite mettre en place. C'est aussi le but, que les agents puissent accompagner. Mais pour avoir cet accompagnement, il fallait aussi passer par cette formation. Ça paraissait intéressant. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous avez un petit exemple là, qui est affiché à l'écran sur ce que l'on va présenter, parce qu'il y aura toute une présentation de cette stratégie. Mais c'était important d'avoir un cadre de référence qui voulait mettre en avant les différentes orientations stratégiques que l'on veut mettre en place, parce qu'on ne peut pas tout attaquer d'un coup. Donc, il a fallu, suite à ces séminaires avec les vice-présidents, avec les rencontres avec les vice-présidents, il y a des grands thèmes qui se sont dégagés. Et là, on s'est dit, ça sera notre stratégie autour d'axes. Et vous voyez, il y a 7 axes. Donc, je ne vais pas tous vous les détailler, ce n'est pas le but aujourd'hui. Le but, c'est plus de vous montrer comment on a organisé les choses et vous aurez le diaporama qui pourra vous être envoyé. Ce qui est important, c'est de montrer que ces 7 axes, ils vont traduire notre vision partagée. Ça, c'est très, très important. Et ça sera à destination, bien sûr, de notre collectivité, mais pas que. Ce qui est important, c'est que tous les acteurs concernés par l'aménagement, les habitants, tout ça prennent acte et prennent connaissance de cette stratégie. Et on va décliner ça avec de nombreuses actions opérationnelles sur l'activité et chez nos partenaires en fonction de leurs compétences. Ça, c'est très important de voir qu'il va y avoir ce travail partenarial. Ça me paraît important. Là, on peut peut-être continuer. Alors, évidemment, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, une association très étroite entre les vice-présidents et les directions, c'est-à-dire qu'on a fait des feuilles de route par délégation. Ça, c'est très, très important. Donc, chacune des délégations avait une fiche d'action qu'on a co-travaillée, c'est-à-dire que la direction développement durable, elle a, avec Mosaïque, on a travaillé pour justement décliner fiche par fiche toutes ces actions pour avoir notre socle, notre début, et puis avoir une vision partagée. Ça, c'est très important. Il ne faut pas, par exemple, je dis n'importe quoi, mais que le vice-président voirie, il découvre cette stratégie biodiversité un beau jour. Non, il faut qu'il les co-construit avec nous du départ et que justement, on voit quand il y a des aménagements au niveau voirie, eh bien, qu'on ait anticipé et qu'on sache comment on va amener cette biodiversité, comment on va pouvoir s'adapter à ce changement climatique, quelles sont les espèces qu'on va planter, et ça, on y reviendra en fin de conférence. Ensuite, j'ai déjà dit sur tous les acteurs du territoire et évidemment, tous les partenaires qui seront volontaires seront les bienvenus et on va bien sûr aussi
si nous n'avons pas la possibilité d'avoir un troisième contrat vert et bleu, eh bien, nous allons mobiliser tous nos partenaires du contrat vert et bleu pour qu'ils puissent nous accompagner sur ces thématiques de biodiversité. Et nous avons également un conseil de développement à Saint-Étienne Métropole, c'est-à-dire que c'est la société civile qui réfléchit sur des saisines de notre président. Et donc là, on a souhaité les interroger justement sur ce travail de mise en place de cette stratégie biodiversité, ce qui fait qu'on va avoir aussi un avis de cette instance qui est la société civile et voir comment eux, ils perçoivent les premières réflexions et les bases que l'on a posées pour cette stratégie. Alors ensuite, la végétalisation d'espaces minéralisés, ça paraît très important également. Donc, ce qu'on a fait comme exemple, je pourrais vous parler des cours d'école. Donc ça, on a souhaité, sur la fin du mandat dernier, et là, il y a encore des choses qui sont en cours, c'est de travailler avec des écoles urbaines, hein, j'entends bien urbaines, parce que la spécificité de notre métropole, c'est qu'il y a, c'est intimement lié l'urbain et le rural. Si vous voulez, on a toute une vallée, la vallée de l'Ondaine, la vallée du Gier et Saint-Étienne, la ville-centre au milieu, qui était vraiment une vallée très industrielle. Et par contre, à 5 minutes à pied, vous êtes en plein milieu de la nature. Hein. C'est vraiment la spécificité de cette métropole. Donc, il est bien évident, quand on a parlé de végétalisation de cours d'école, on a parlé des cours d'école urbaines. Si je prends le cas de ma commune, par exemple, on est en plein milieu d'un réservoir végétal dans les gorges de la Loire, Natura 2000, etc., etc., réserve classée des gorges de la Loire. Notre école, elle est déjà au milieu d'un écrin de verdure. Donc, c'est pas ça qui est important de privilégier, mais c'était important de privilégier les cours vraiment urbaines. Et là, on fait encore de la pédagogie en faisant ça. Bien sûr, on amène des îlots de fraîcheur pour les enfants. On explique qu'une cour d'école, c'est plus que du béton maintenant, mais c'est aussi des espaces végétalisés, c'est aussi des petits jardins partagés, etc. Et donc, on a accompagné, si vous voulez, en tant que maître d'ouvrage, on a accompagné une dizaine de cours d'école pour un montant, vous voyez, de 80 000 €. Donc, vous allez dire, c'est bien, peut-être peu, mais l'intérêt, comme chaque fois qu'on travaille nos projets, c'est de semer des graines, c'est-à-dire de dire, voilà ce qui est possible de faire. Et après, évidemment, il y a l'adhésion des communes, et ça a été très fort également. Je prendrai l'exemple, là, vous avez l'exemple d'une cour au Chambon-Feugerolles, mais la dernière qu'on a inaugurée, c'était dans une école de Firminy. Et bien là, la municipalité nous a dit, quand on est allé donc le jour de l'inauguration, etc., a dit, mais c'est très, très bien. Et on va continuer ça dans nos autres cours d'école. Vous voyez, c'est ça l'intérêt. C'est de semer des graines, montrer comment c'est possible. Et en plus de ça, tout le monde était partie prenante dans ces sujets-là parce que les enseignants, ils y trouvent un plus. La direction de l'école y trouve un plus parce qu'il y aura des choses partagées. Bon, et au moins, c'est clair pour expliquer à quoi sert cette végétalisation au niveau de la ville, quoi. On y passe par l'exemple. Vous voyez la cour, là, sur l'autre côté, vous avez d'autres exemples. Vous les apercevez, vous voyez, il y a vraiment, c'est pas juste planter un petit bac et puis planter trois plants de tomates dans le bac, hein, c'est pas du tout ça. On retravaille complètement la cour de l'école et on la réaménage en refaisant venir le vivant au milieu de la cour. Hein, ça, c'est très important. Et évidemment, on sent qu'il y a de plus en plus de demandes parce que c'est vraiment quelque chose qui a été très… vous voyez, vous l'avez, la cour de l'école Valdec-Rousseau dont je vous parlais. C'est vraiment des choses très concrètes. Et comme tout ce qu'on travaille au niveau de la métropole, au niveau développement durable, moi, j'insiste beaucoup pour qu'il y ait du concret et que ça soit des choses qui soient visibles pour les concitoyens tout de suite. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, vous voyez, ça, c'est des exemples parmi tant d'autres. On fait des tas d'autres choses, mais on a souhaité vous présenter cet exemple parce que c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place. Bon, bien sûr, il faut quand même mettre du budget, hein, bien sûr, et puis du suivi derrière, mais c'est quand même des choses qui sont des exemples facilement duplicables au niveau d'autres communes. Merci beaucoup, Madame Fayolle. Alors, on voit que
la mobilisation tient aussi beaucoup à la force de conviction que vous mettez dans toutes vos actions. Alors, je propose qu'on passe directement, on a pris un petit peu de retard sur le timing. Ah, excusez-moi. Oui, parce que moi, je suis très bavarde, hein, j'aurais plein de choses à Il n'y a dire. pas de souci. Je vous propose qu'on passe directement à l'intervention de Frédéric Deslinger. Donc Frédéric, ton agence accompagne depuis plusieurs années les collectivités dans la réalisation des espaces verts et des espaces publics. Donc au regard de ton expérience, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi le renforcement de la place du végétal va modifier les modes de faire, notamment en matière de conception et de gestion des espaces publics? Oui, Solveig, ce qu'on se rend compte depuis le nombre d'années qu'on pratique ces questions-là, c'est que le végétal a des apports écosystémiques et notamment cet avantage qui nous permet de réunir autour de la table, autour de chaque projet, pour une voirie, pour une place, pour un abord d'école, de réunir des services qui traditionnellement avaient l'habitude de travailler les uns à côté des autres. Et l'enjeu de remettre du végétal au cœur du projet nécessite d'intervenir sur les sols, donc sur l'eau pluviale, sur des matériaux, et ça permet de recréer du dialogue interservice et d'apprendre les uns des autres. Et c'est vrai que quand notre agence intervient dans un territoire, on a autant à apporter par notre expertise qu'à apprendre des services locaux qui connaissent particulièrement bien les microclimats de leur collectivité, qui connaissent particulièrement bien les compétences des agents ou les attentes de la population. Et c'est vrai que ces questions-là aussi, c'est aussi du lien social et de l'écoute pour travailler ensemble à un futur plus désirable. Ce qui me permet de sauter directement à ces questions-là, des grands enjeux relatifs à la conception et à la gestion de l'espace public. C'est des réflexions de Mosaïque, de Solveig, de moi-même, mais aussi des ateliers qu'on a fait avec les agents, où on se rend compte notamment que sur la métropole Saint-Étienne, comme de très nombreuses métropoles en France, on est capable de sortir des grands projets écologiques, que ce soit la Cité du Design à Saint-Étienne ou des grandes reconversions de friches industrielles sur des projets durables à Saint-Chamond, mais que l'enjeu se trouve plutôt dans la création, la rénovation et la gestion au quotidien de l'intégralité du territoire, et que les solutions passent par le quotidien diffus de partout plutôt que par 2-3 grandes actions médiatisées. Et que donc la création, la rénovation, la gestion des espaces publics est bien au cœur d'une ville plus durable, mais aussi plus frugale et plus à l'échelle humaine. On retrouve donc dès l'amont, dès la réflexion avec les services, la question d'un coût global maîtrisé. Un coût global, c'est donc à la fois les coûts d'investissement, mais aussi les coûts de gestion. La recherche du confort pour tous, de la sécurité, de service aux habitants et plus généralement de qualité. Quand on intervient sur une collectivité pour mettre plus de végétal, donc par exemple moins de stationnement, il est toujours important d'expliquer aux riverains qu'est-ce qu'ils gagnent et quel est l'impact, et de pouvoir mesurer avec eux dans leur quotidien quel est l'apport pour la collectivité, d'aller un peu embêter certains, mais au bénéfice de toutes, notamment des enfants, des personnes âgées et des gens de la ville. La contribution de ces espaces à la climatisation s'ajoute donc à un certain nombre d'enjeux qui sont aussi psychologiques. C'est vrai que la présence du végétal a un fort impact sur la santé humaine, que ce soit la filtration des polluants atmosphériques, en passant par la limitation par des palettes adaptées au risque d'allergie, ou au simple changement, réflexion du changement, enfin, pardon, excusez-moi, limitation du changement des quelques degrés qui font la différence de confort, mais aussi apporter sur les parcours à l'école, le parcours au travail, le parcours à la boulangerie, des successions d'espaces à l'ombre rafraîchissante. Ça, c'est des extraits du plan climat de Lyon sur l'image à droite, où vous voyez des mesures de température, où on passe en rayonnement direct solaire, on passe de 55 degrés sur un revêtement sol clair, donc déjà à faible albédo, à peine 36 degrés, à l'ombre bienséante de l'arbre, qui est encore un jeune arbre,
comme on va en voir dans la diapo suivante. Donc le premier enjeu, c'est s'intéresser à l'existant. Pourquoi l'existant? Parce qu'un arbre a une espérance de vie de 60 à 80 ans pour les espèces pionnières, 250, 300, 400 ans, et quand on donne toujours des consommations d'eau de 200-250 litres jour, c'est pour des arbres âgés qui peuvent aller sur certains arbres jusqu'à 500 litres jour. Donc c'est de l'eau qui s'évapore, qui dit évaporation dit rafraîchissement, que l'évaporation de l'eau permet de consomme de l'énergie, donc rafraîchit l'air autour. Mais chaque fois qu'on coupe un arbre pour le remplacer par un jeune, il lui faudra 20, 30, 40, 50 ans pour avoir le même impact climatique, puisque l'apport de l'arbre est à la fois par sa capacité à évaporer l'eau, mais c'est aussi sa protection contre le rayonnement direct qui nous réchauffe. C'est aussi les couches d'air entre toutes les feuilles des arbres. Et plus un arbre est âgé à installer, plus il est grand, donc plus il offre ces éléments. Donc, systématiquement, on invite les collectivités à se poser la question: est-ce que ce projet est-il suffisamment génial pour nécessiter d'abattre des arbres existants, ou n'est-il pas intéressant d'adapter le projet à ce patrimoine, à ces espaces déjà perméables, pour s'inscrire et gagner un peu du temps sur un réchauffement climatique de plus en plus rapide? C'est donc à tous les niveaux de la planification, c'est-à-dire au niveau du PLUI jusqu'aux gestionnaires, aménageurs de la mobilité, des aménageurs publics jusqu'aux privés aux habitants, qu'il faut faire intégrer cette question du rapport au temps. Le deuxième enjeu, c'est de s'intéresser spécifiquement aux besoins fondamentaux des végétaux, c'est-à-dire aux conditions agronomiques. Et tout l'enjeu sur Saint-Étienne, quand on travaille sur des référentiels de végétation, c'est de bien pas travailler sur des listes nationales, mais se poser la question des conditions agronomiques stéphanois, que ce soit dans les secteurs pollués issus de l'histoire minière et industrielle, ou des secteurs agricoles, de retrouver et d'essayer de trouver la bonne plante au bon endroit, dans les bonnes conditions, et pas forcément pour aller transformer des sols pollués en des sols de jardin potager, mais justement la biodiversité a cette qualité qu'elle nous permet d'intervenir de partout, que ce soit au service de l'alimentation, de l'agriculture urbaine, comme on voit, ou au service de la biodiversité des pollinisateurs. Mais ça, ce n'est pas possible. La qualité agronomique est fortement liée au climat, mais aussi au rapport à l'eau et à la désimperméabilisation générique des sols, une désimperméabilisation qui reste complexe dans un secteur à risque minier et à sol pollué, mais qui nous permet de développer de plus en plus notre expertise, et au service technique, développer son expertise pour trouver des solutions intelligentes adaptées à des situations complexes, grâce notamment à cette transversalité interservice. Tu peux passer. Ce qui nous amène à ce troisième enjeu, c'est qu'il ne suffit pas d'implanter, il ne suffit pas de préserver l'existant, mais c'est aussi de penser dans une frise temporelle à long terme, penser pour plusieurs générations, pour garantir la pérennité des arbres sur le long terme. On a globalement en France un déficit de plantation d'arbres d'après-guerre et des 30 glorieuses, donc on doit rattraper le temps planté en masse pour préserver nos enfants et nos petits-enfants des effets des îlots de chaleur. Et donc, planter un arbre dans une opération urbaine, donc avec les aménageurs, les services, c'est anticiper son développement, prévoir les bonnes conditions de son vieillissement, c'est s'intéresser au quotidien de la gestion de la ville, que ce soit l'entretien, le nettoyage des voiries ou des changements de réseau, que ça ne vienne pas créer des problématiques sur le végétal. C'est anticiper les besoins d'entretien et la compétence des services, mais c'est aussi, et c'est là que ça devient compliqué, c'est anticiper les évolutions climatiques, se poser la question dans 100 ans, quelle arbre survivra au climat plus chaud du territoire stéphanois, au cœur d'espaces urbains, sachant que déjà aujourd'hui, l'espace urbain, le cœur de Saint-Étienne ou des grandes communes de la métropole ont 2, 3, 4 degrés de plus que ce que disait Madame Fayol, les espaces naturels qui sont à 5-6 minutes à pied. Et donc, il y a toute une réflexion à trouver quel est le végétal local
du point de vue des arbres qui seront adaptés à un climat dans 50 ou 60 ans. Pour ce faire, on a un certain nombre de pépinières, l'ONF et d'acteurs qui réfléchissent en France à ces grandes CC, ce qui nous amène à cette question que les EPCI ne sont pas seuls. Il y a besoin de l'ensemble des acteurs de la filière pour anticiper et prendre ensemble les risques. Les conséquences, c'est que ça demande une réorganisation et une adaptation des services dans la transversalité, que le service assainissement, GEMAPI, les grands services de l'eau travaillent avec les services espaces verts des communes et les services direction métropolitain, que le planificateur identifie avec l'aménageur les potentialités d'un territoire. Tu peux passer, Solveig, pour anticiper ces questions-là, mais ça a des impacts. Là, on voit qu'il y a eu des grandes vagues de neige dans le centre de la France ce week-end. Ça réinterroge notre mobilité au quotidien. Faut-il saler? À quel niveau? Puisque au-delà d'un certain niveau, le sel est problématique pour les arbres et la végétation. Ça nous ramène aussi à ce que tous ces végétaux qui croissent produisent du déchet. C'est comment rentrer dans la valorisation des déchets. Encore une fois, on est au cœur des questions écosystémiques, c'est-à-dire que se préoccuper de la biodiversité, c'est en fait se préoccuper du changement climatique, c'est se préoccuper du réemploi. On retrouve toutes les cibles du développement durable tels qu'ils sont développés depuis plus de 60, plus de 40 ans et qu'on connaît. Et donc, il faut se planter, c'est se réinterroger sur la gestion, mais c'est aussi se réinterroger sur comment accompagner les services à s'améliorer à la fois par la recherche et par la formation dans les techniques. C'est se repenser les matériaux et les instruments, parce que la gestion différenciée, ça signifie plus de matériel, plus de fausseuses, plus de matériel adapté, mais c'est aussi se poser des questions de rapport esthétique contemporain à est-ce qu'une mauvaise herbe, ne pas tomber dans la poésie romantique de la friche, mais accompagner les territoires, les commerçants, la société civile à ces questions-là de modalités de gestion, comment elles participent, comment dans certaines métropoles en centre-ville, l'absence d'espace vert fait que les familles viennent entretenir le pied d'arbre. Est-ce qu'une herbe folle l'esthétique de l'herbe folle entre réservoir de biodiversité et propreté, c'est un enjeu majeur, puisque plus d'herbes folles, c'est aussi plus compliqué d'aller ramasser les papiers gras. On est devant plein de défis, mais on a ressenti, comme l'a évoqué Madame Fayolle, un vrai enthousiasme et une envie d'y aller de l'ensemble des services que nous avons rencontrés. Je peux passer. Merci Frédéric pour ton intervention. Donc on voit effectivement que c'est vraiment important d'avoir cette vision de la prise en compte du végétal, on va dire, sur l'ensemble de la chaîne, depuis le moment où on va réfléchir l'aménagement de cet espace jusqu'au moment où on va le gérer, y compris en partenariat donc, avec les habitants. Donc, je vous propose effectivement qu'on puisse aborder donc avec Monsieur Besset un exemple concret. Hein. Vous représentez la ville de Saint-Étienne qui travaille depuis pas mal d'années sur ces questions de renforcement des trames vertébrées sur son territoire. Et vous avez justement contribué, on va dire piloté une action particulièrement forte qui est intitulée donc la boucle verte de Saint-Étienne, expérimentation que je vais vous laisser nous présenter. Oui, bien effectivement, pour rebondir ce qui vient d'être dit juste avant, l'enjeu pour la ville-centre de Saint-Étienne, urbanisée, assez dense, est bien les enjeux d'îlots de chaleur urbain, avec effectivement une vulnérabilité face au réchauffement climatique plus prégnante, et aussi les enjeux de biodiversité. Et à travers cette biodiversité, il faut aussi ajouter l'enjeu paysage, qui est important. On parlait d'esthétisme tout à l'heure. Et donc, Saint-Étienne a mené, il y a déjà 5 ans, une étude de la trame verte et bleue qui a été réalisée par l'équipe Coloco avec Gilles Clément, qui a décliné donc plusieurs, effectivement, les enjeux, les stratégies, les orientations.
et notamment la sauvegarde du patrimoine arboré. À Saint-Étienne, on a à peu près 15 000 arbres d'alignement, 70 hectares de parcs et jardins. Et il était important de connaître un petit peu à la fois le diagnostic quantitatif, mais aussi qualitatif de ces arbres. Comme il a été dit juste avant, on a des arbres effectivement qui sont soumis à de nombreuses agressions, qui ont des espérances de vie en ville plus faibles qu'à la campagne et qui forcément ne jouent pas pleinement leur rôle vis-à-vis des îlots de fraîcheur. Donc, la question du renouvellement de l'arbre, la question du renouvellement du patrimoine arboré est importante. Et pour ça, la ville de Saint-Étienne a fait systématiquement des diagnostics phytosanitaires, des diagnostics sur l'avenir de l'arbre avant chaque opération. On a un expert arboricole qui travaille pour la ville avec un marché à bon de commande. Et actuellement, nous avons à peu près diagnostiqué 6 000 arbres. Et donc, nous comptons d'ici 2-3 ans à couvrir entièrement le diagnostic des arbres. Alors, effectivement, la question de renouvellement de l'arbre est sensible au niveau politique, au niveau aussi de la population. Donc, il y a une volonté, effectivement, de la collectivité, avec Saint-Étienne Métropole aussi qui nous accompagne, de pouvoir faire cette action pédagogique de renouvellement de l'arbre. Si l'arbre, effectivement, ne peut plus satisfaire aux besoins écosystémiques, qui n'a pas d'avenir, un arbre qui végète, eh bien, finalement, quand on a une opération d'urbanisme, on va en profiter pour le renouveler. Et effectivement, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est planter le bon arbre au bon endroit. Il vaut mieux planter un arbre au bon endroit plutôt que 2 arbres qui vont être serrés et qui ne vont pas se développer. Donc ça, c'était la stratégie actuellement que l'on fait sur la reconnaissance du patrimoine et de renouvellement pour effectivement intégrer ça au futur PLUI. Madame Fayolle faisait référence tout à l'heure au PLUI qu'on est en train de construire. Comment on va intégrer cette trame verte et bleue au PLUI en essayant de sauvegarder, on est bien là aussi dans la sauvegarde et la valorisation donc, du patrimoine. Alors, concrètement, on a mis donc on a décliné un petit peu un projet, du projet Nature en ville. Donc, le projet Nature en ville, c'est la déclinaison politique du travail de Coloco. Et il y avait un grand enjeu, c'était de valoriser la nature en ville. Et pour ça, Saint-Étienne est une ville aux 7 collines avec des parcs périphériques. Et donc, nous avons imaginé un projet qui puisse allier à la fois une double fonctionnalité, une fonctionnalité de corridor écologique urbain et aussi une fonctionnalité de mode doux. Si bien que nous avons envisagé un projet de boucle verte qui fait le tour de la ville, donc c'est un chemin piéton, uniquement à pied, de 35 km qui relie tous les parcs, les 7 parcs qui font le tour de la ville. Une boucle verte qui est accessible depuis le centre-ville, qui est accessible depuis les gares, de façon à amener la population à découvrir leur patrimoine et les sensibiliser. Donc, vous voyez sur l'image de gauche, donc le tracé. Alors, si on peut revenir à l'image de gauche, donc vous avez la boucle verte avec ses liaisons du centre-ville à la boucle verte. Et à droite, vous avez une carte où on a dessiné un petit peu les grands corridors écologiques avec des zones qui sont déjà existantes mais qui sont à sauvegarder, à valoriser, et en jaune, des corridors à créer. Et donc, nous sommes appuyés sur cette boucle verte pour en faire des corridors à la fois humains et aussi paysagers. Voilà. Diapo suivante. Alors, dans cette boucle verte de 35 km, donc, où on va de parc en parc, nous avons aussi créé une voie verte de 2 km sur une ancienne voie ferrée, donc qui était une friche, qui est d'ailleurs la première ligne de chemin de fer d'Europe continentale, qui avant servait à amener le charbon de Saint-Étienne à Andrézieux-Bouthéon.
Et donc là, l'enjeu, c'était effectivement de démontrer comment on va allier mode doux et biodiversité. Donc, peut-être diapo suivante. Alors, non, on revient sur la diapo précédente, pardon. Voilà un exemple où on a travaillé donc avec les espaces verts, on a travaillé avec un partenariat avec des associations environnementales, et sur cette voie verte, nous avons pu faire en sorte de faire un fauchage tardif. Donc, effectivement, tout à l'heure, on parlait de l'acceptabilité des herbes, on va dire des mauvaises herbes, des herbes folles, où d'habitude, effectivement, on a tendance à passer la tondeuse de façon régulière. Là, nous laissons la végétation pousser pour faire une fauche tardive au mois d'août, de façon à laisser tout le cycle végétal et animal se faire, et ça a été plutôt bien accepté par la population. Diapo suivante. Alors voilà, donc ces 35 km, bien entendu, sont divisés en plusieurs tronçons, en 6 tronçons. Nous avons mis en ligne des fiches, des rando-fiches qui ont été réalisées donc, par la Fédération française de randonnée. Donc, cette boucle verte est labellisée en promenade et petite randonnée, ce qui montre un petit peu une garantie de qualité, hein, d'avoir finalement des chemins de randonnée en milieu urbain. Et ça, c'est en termes de communication aussi, en termes de sensibilisation, c'est intéressant. Une petite anecdote aussi, c'est que cette boucle verte, pendant le confinement, a été très utile aux Stéphanois. Effectivement, avant, les Stéphanois allaient chercher des randonnées à la campagne, il fallait prendre la voiture. Et là, finalement, ne pouvant plus, pendant le confinement, prendre la voiture et aller à la campagne, se sont mis finalement à découvrir la boucle verte autour de chez eux. Et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a un enjeu aussi de santé, de pouvoir marcher à partir du centre-ville à pied et aller dans la nature. Voilà. Donc, il se trouve que cette boucle verte a reçu un prix international de la part des Nations Unies dans le cadre de leur programme de l'environnement. Donc, on a eu en 2019, ce projet de boucle verte a concouru auprès de plusieurs autres projets de capitale européenne, et effectivement, elle a eu le premier prix. Alors, ça pourrait paraître étonnant, mais en fait, comme on le disait tout à l'heure, nous sommes dans un projet à la fois innovant et frugal. On a pu effectivement, à travers ce projet-là, valoriser l'existant sans faire forcément de gros travaux. Et cette récompense-là, effectivement, est un encouragement pour une nouvelle approche, un nouveau mode de faire, comme disait dans l'intervention précédente, de pouvoir travailler mieux avec les services, de pouvoir mieux réfléchir pour faire des choses, des opérations qui puissent véritablement être plus durables. Peut-être diapo suivante. Donc voilà, pour conclure, c'est vraiment un fruit d'une collaboration multipartenariale. Le service urbanisme, donc en tant que chef de projet, on était la maîtrise d'ouvrage, et pour ça, on a fait appel on a travaillé en étroite collaboration avec les services gestionnaires, les services espaces verts de la ville de Saint-Étienne, et aussi on a fait appel à un AMO qui est donc la Fédération française, la Fédération nationale de la Fédération de la France Nature Environnement. Pardon, excuse-moi. La France Nature Environnement, donc ex-FRAPNA, qui a fait un diagnostic de la voie verte en préalable, qui a fait des préconisations, et France Nature Environnement donc, nous a accompagnés tout au long du projet, dans le cadre aussi d'une formation avec la maîtrise d'œuvre, avec le service gestionnaire. Ils étaient sur le chantier avec nous, et effectivement, ça a été un travail de consensus, de négociation entre les enjeux de gestion, la gestion différenciée, et les enjeux de nature en ville. Donc, ça a été vraiment un travail long pendant 2 ans de co-construction,
Et on a effectivement maintenant un aménagement qui fonctionne bien et qui a eu une bonne acceptabilité sociale. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, on voit effectivement qu'au travers de ce type d'action, c'est vraiment à la fois une montée en compétences respectives de chaque intervenant. C'est une façon aussi d'échanger de manière concrète autour d'un projet. Et puis, finalement, c'est tout le territoire et ses habitants qui ressort gagnant de cette politique en faveur des trams vertes et bleues. Alors, par contre, effectivement, on a vu que ça nécessite donc une large mobilisation, que ça nécessite aussi de se poser la question du patrimoine végétal, du végétal qu'on implique donc dans ces actions. Et au-delà de la mobilisation des acteurs, ça nécessite évidemment qu'on se pose aussi la question de l'approvisionnement en végétaux pour réaliser ces aménagements. Donc, pour aborder cette question, je vous propose l'intervention du centre de formation de Montravel, Monsieur Bouchu, qui sera assisté également de Madame Jeune, pour nous expliquer un petit peu les actions que vous avez pu mener sur le territoire pour on va dire relocaliser un peu, favoriser la relocalisation de la production du végétal qui va être utile dans ces aménagements et faire en sorte aussi qu'on valorise au maximum le végétal local. Monsieur Bouchu, je vous passe la parole. Alors, il va falloir activer votre micro. Oui. Donc, merci déjà de nous donner la parole aux acteurs de la formation. Alors, pour l'introduction, je vais laisser Martine dire quelques mots et puis j'enchaînerai juste après. Ah. Le micro, Martine. Oui. Voilà, donc bonjour à tous. Et donc, je voulais juste dire à quel point il a été souligné ce matin l'importance de la coopération entre tous les acteurs d'un territoire. Et c'est si important aujourd'hui que le monde de la formation soit associé effectivement aux réflexions qui se déroulent sur un territoire. Alors, j'insiste un petit peu sur ce point simplement pour dire qu'aujourd'hui, le territoire fournit les situations d'apprentissage aux apprenants. Et c'est à partir de ces études-là que les jeunes qui aujourd'hui sont en train de se former dans notre établissement vont être capables d'arriver avec un certain degré de compétence pour pouvoir s'insérer au mieux dans le monde qui nous entoure et dans le territoire sur lequel ils vont agir. Donc, c'est vraiment important pour nous d'être associés à des projets comme celui de la trame verte et bleue de Saint-Étienne, et c'est important qu'on n'ait plus bénéficié de la confiance de ces acteurs. Nos spécialités de formation donc, qui tournent autour de la production horticole, de l'aménagement paysager, de la commercialisation des végétaux, de la gestion des déchets, il en a été question tout à l'heure dans les propos d'un intervenant précédent. Il est donc logique pour nous de nous intéresser aujourd'hui au végétal local et à la façon de le produire et à retrouver un petit peu les intérêts de ce végétal local. Donc, le végétal local, en fait, ce sont ces végétaux qui sont indigènes au Massif central. Et dans les propos qui suivent, que Guillaume va développer, on précisera un petit peu les particularités de cette production et puis également ses intérêts et comment on a pu valoriser le végétal local à partir des actions qui nous ont été confiées dans le cadre de la trame verte et bleue. Donc, je redonne la parole à Guillaume. Donc déjà, avant toute chose, on peut commencer par préciser un peu ce qu'on entend par végétal local. Donc, il y a une marque qui a été créée en 2015, qui est portée par l'Office français de la biodiversité. C'est une marque qui est animée par les conservatoires botaniques, par la fac agroforesterie et plantécité. Donc, c'est un outil de traçabilité. Aujourd'hui, un des enjeux de la marque, ça va être de garantir que les végétaux produits sont issus de collectes dans le milieu naturel, qu'ils n'ont pas fait l'objet de sélection ou de croisement,
et qu'ils sont naturellement présents dans la région d'origine. Donc, on va parler de sauvage pour les espèces indigènes collectées en milieu naturel, et on va parler de local quand on se réfère à la région d'origine. En l'occurrence, pour ce qui nous concerne, c'est le Massif central. Donc, sur la diapo suivante, la question à se poser, c'est pourquoi utiliser du végétal local. Donc, bien sûr, les espèces indigènes font partie de notre patrimoine, elles façonnent nos paysages. On a une thématique aujourd'hui qui est l'adaptation au changement climatique, et je pense que la marque végétale locale peut apporter une des réponses, dans le sens où on va chercher à avoir une diversité génétique des individus produits. Donc, cette diversité génétique, elle doit permettre une meilleure adaptation face aux aléas climatiques, face à des nouvelles maladies, des nouveaux ravageurs. Donc, finalement, la diversité génétique, c'est une réponse à la résilience des écosystèmes face au changement. Le végétal local, c'est aussi des enjeux écologiques. La faune et la flore ont coévolué au cours des siècles. Donc, cette coévolution, elle est importante. Aujourd'hui, quand on introduit des végétaux qui viennent d'autres régions, ça peut avoir des conséquences sur la biodiversité locale. En termes d'enjeux écologiques, je citerai un exemple, celui du bleuet. Le bleuet horticole, finalement, est très joli. Il y a beaucoup de pétales, mais les pétales ont remplacé les pièces nectarifères. Donc, d'un point de vue biodiversité, on peut avoir des végétaux qui sont tout à fait jolis, mais seront moins intéressants que les végétaux sauvages pour la biodiversité, ce qui ne veut pas dire que les deux sont incompatibles, hein, bien sûr. En termes d'enjeux aussi, d'éviter d'introduire des organismes exotiques, je peux citer l'exemple de la pyrale du buis, qui a été introduit en 2007 en Allemagne, avec des buis qui provenaient d'Asie. Et on connaît aujourd'hui les conséquences de ce papillon sur les buis de notre territoire. Donc, c'est aussi un enjeu par rapport au local, par rapport à l'économie locale, puisque le végétal local va être source d'emploi et aussi source de chaîne de valeur sur notre territoire. Alors concrètement, quelles actions nous avons réalisées sur le territoire de Saint-Étienne Métropole? Alors nous, on s'est attaché déjà sur l'installation de haies de démonstration. On a travaillé sur un projet collectif qui regroupe beaucoup de structures impliquées sur la haie, notamment LPO, FNE, France Nature Environnement, donc Fédération de chasse, Chambre d'agriculture, Mission Haie. Et donc là, on s'est attaché avec ces acteurs à créer des haies multifonctionnelles, des haies agroécologiques qui répondent à différentes situations. On a aussi organisé des cycles de formation autour du végétal local. Donc là, c'est en partenariat avec le Conservatoire botanique, le lycée d'Issingeau et Mission Haie. Donc là, pour former les producteurs de végétaux ligneux, les producteurs de végétaux herbacés, et puis les prescripteurs qui, eux, vont faire du conseil. Donc, trois cycles de formation qui ont été organisés avec les partenaires cités. On a aussi réalisé une enquête où on aura bientôt, on fera une restitution en décembre des résultats pour identifier les acteurs du territoire et puis les freins et leviers pour développer la filière végétale locale sur notre territoire. Il y a la question de la sensibilisation à la biodiversité pour les apprenants dans les centres de formation. J'illustrerai juste après cet exemple-là. Et puis, l'initiation d'ateliers de production de plantes végétales locales. Alors, on est en train de mettre en place un atelier à graines à Montravel. On a aujourd'hui une petite production. Hein. Nous, on a des objectifs modestes en termes de production, assez portés par la pédagogie, mais de produire des végétaux ligneux sur l'établissement. On a une production en cours. Sur la diapo suivante, c'est simplement pour illustrer le travail qu'on réalise au sein de l'établissement de Montravel. Donc, on voit que finalement, aujourd'hui, on ne se contente pas de faire planter des végétaux aux élèves, mais aussi on leur
On les accompagne dans la production de végétaux, du coup depuis la récolte de fruits à l'extraction de graines, le travail de stratification, de germination, et puis le repiquage en pleine terre pour finalement aboutir à la plantation. Donc ça leur permet vraiment voilà, de donner une autre dimension à la plantation de végétaux et de changer un peu leur regard aussi sur les espèces sauvages qui les entourent. Simplement, bien préciser que finalement, aujourd'hui, l'importance d'avoir une dynamique collective et puis des acteurs impliqués, le soutien, bien sûr, financier de la région, de Saint-Étienne Métropole et du ministère de l'Agriculture est précieux pour pouvoir conduire des opérations sur le thème du végétal local et de la haie. Et puis, les partenaires techniques, je les ai déjà cités précédemment. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, on voit effectivement au travers de cette intervention que cet enjeu de végétalisation de la ville, c'est vraiment à la fois un enjeu global qui va impliquer l'ensemble des acteurs. Il va falloir développer des filières aussi appropriées sur le territoire, que ce soit pour produire du végétal, que ce soit aussi pour, on va dire, éliminer les déchets verts ou en tout cas essayer de les réduire et de les valoriser. Et on voit aussi que c'est une politique long terme, puisqu'on doit former les futures générations de professionnels qui vont intervenir dans le domaine. Donc, merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on passe un petit peu donc, à une phase de questions-réponses avec les participants. Alors, je n'ai pas encore regardé le chat, mais Anne, je pense Alors que oui, on a eu pas mal de questions. Merci à tous pour vos questions. Alors, il y avait des questions, si je reprends la première présentation de Madame Fayolle au sujet des écoles. Madame Malherbe, vous souhaitiez répondre à une question sur la gestion des cours d'école lorsqu'elles ont été végétalisées. Qui s'en occupe? Est-ce le service espace vert de la commune, la métropole ou l'équipe de l'école directement? Oui, tout à fait. Donc, comme c'est une compétence communale, les équipements des écoles primaires sont de compétence communale. Donc, il appartient aux communes partenaires de cette action de suivre et de gérer les espaces verts qui ont été réalisés et financés dans le cadre de l'action. Et est-ce que vous avez une idée du budget moyen pour réaménager une cour d'école? C'est une question qui a été posée également. Alors, nous, on pense que c'est environ, alors en fonction de la surface, de la taille, etc., mais il faut compter entre 10 000 et 15 000 euros parce qu'on fait ce qu'on appelle du décroutage, c'est-à-dire qu'on casse le goudron, on réapporte de la terre végétale. Après, souvent, il y a des aménagements des bordures en bois et le système de plantation. Voilà. Mais c'est difficile de donner un ordre de grandeur, tout dépend du projet. Nous, on a planté des arbres fruitiers, de la vigne, des aromatiques, ça dépend aussi du contexte de la cour. Des fois, on ne peut pas mettre forcément des arbres. Donc, quand on met du végétal, ça peut être sous différentes formes. Voilà. Des plantes grimpantes aussi. Voilà. On s'adapte à chaque lieu. Très bien, merci. Alors, Monsieur Besset, vous avez évoqué la volonté politique de retranscrire toutes ces directions dans les documents d'urbanisme au niveau du PLU en particulier. On a une question sur comment en fait vous traitez tout ce qui est les enjeux liés aux parcelles privées. Alors, le travail démarre actuellement. La révision du PLU en PLUI est en démarrage avec les diagnostics. Donc, c'est Saint-Étienne Métropole, effectivement, qui est donc maître d'ouvrage compétent. Mais après, la ville de Saint-Étienne, au sein de la ville, on est en train effectivement de commencer à récupérer un petit peu toutes ces données. Comme je disais, dans l'inventaire du patrimoine arboré, c'est vrai qu'on a une part importante de boisement privé, à peu près un peu moins de la moitié quand même. Donc, c'est un enjeu important. Jusqu'à présent, les outils de préservation des espaces boisés privés, on a ce qu'on appelle donc les EBC, les espaces boisés classés, qui effectivement sont des zones donc du coup inconstructibles, qui préservent ces espaces-là. Donc, on est en train… Alors, ces espaces boisés classés ont été classés maintenant il y a 15-20 ans. Donc, ça a évolué. Donc, on est en train de travailler avec un
le bureau d'études qui fait les diagnostics un petit peu du patrimoine arboré, voir effectivement comment on peut revisiter un petit peu ces EBC, comment ils ont évolué. Donc, on peut le faire à partir effectivement d'une vision extérieure, des photos aériennes. Voilà, il y a un certain nombre d'outils qui va permettre. Donc, c'est un travail qui est en cours. Hein. On est parti encore pour 2 ans de travail. Mais il y a effectivement dans le Code de l'urbanisme des articles pour des espaces boisés classés, mais il y a aussi d'autres articles avec des classements un peu moins contraignants qui vont permettre de concilier avec des prescriptions, concilier aménagement et sauvegarde du patrimoine végétal. Je me permets peut-être juste un petit complément parce qu'on a accompagné donc la collectivité sur la formation, notamment des services, et y compris des services ADS. Peut-être justement en complément du classement, c'est bien d'avoir en tête que on pourra faire toutes les belles règles qu'on veut au niveau du PLUI, mais si elles ne sont pas appliquées concrètement au moment de l'autorisation du droit des sols, de la délivrance du permis de construire, et ensuite dans la vérification de la conformité du permis, ça ne servira à rien. Donc, il y a aussi derrière l'édiction de la règle en tant que telle, il y a un énorme travail à faire, à la fois pour former les services d'autorisation du droit des sols à la prise en compte de ce patrimoine, et puis il y a aussi effectivement à sensibiliser très largement les habitants pour que, une fois qu'ils seront propriétaires de leur parcelle, ils n'aillent pas évidemment à l'encontre de ce qui aurait été défini. Donc, c'est vraiment une politique de longue haleine pour faire en sorte que tout ça se traduise par des effets concrets sur le territoire. Merci. J'ai ensuite 2 questions alors pour Monsieur Bouchu et Madame Jeune. La première, où puis-je trouver une description des haies de démonstration et surtout de la démarche, identifier une bonne localisation, animation des débats? Et la deuxième, je vous la livre aussi. Où en est-on de la filière végétale locale? Y a-t-il aujourd'hui assez de producteurs pour garantir des approvisionnements conséquents? Alors peut-être pour répondre à la première question, donc par rapport à notre projet sur les haies de démonstration, donc on a une page qui est dédiée au projet sur notre site de Campus Montravel, où vous pouvez aller dans la partie campus projet sur le territoire, vous pourrez retrouver des informations. Alors, on n'a pas encore mis en ligne les outils techniques qu'on a créés, donc ça va venir. Mais parmi les outils qu'on a créés, on a un site d'analyse de site. Donc, c'est quand on souhaite créer une haie de démonstration, l'idée, c'est de pouvoir récolter un maximum d'informations qui seront utiles pour répondre aux différentes fonctionnalités qu'on recherche. Donc ça, c'est un premier outil qu'on a créé. Et c'est un peu un pense-bête parce que c'est vrai que voilà, on se rend compte que la haie peut jouer des rôles multiples, brise-vent, augmenter le rendement des cultures, le côté paysager, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'enjeux. Donc on a ce premier outil, on a un autre outil qui est aussi issu du travail qu'on a pu réaliser à travers les plantations, c'est plutôt un petit outil d'aide à la plantation, donc un petit guide technique pour aider à la plantation et à la préparation du sol. Parce que souvent, on s'est rendu compte que pour des projets de plantation, des fois, on a des personnes qui ne sont pas forcément expertes. Donc, ça leur permet de savoir avec quel outil on peut préparer le sol, comment on s'y prend pour la plantation, à quoi il faut penser pour cela. Donc, c'est un autre outil. Puis, un dernier outil aussi qui doit lui permettre d'aider, on va dire, au suivi et l'entretien de la haie après plantation. Donc, ça permet d'avoir quand même des outils assez diversifiés. Donc, on les mettra en ligne, certainement d'ici la fin de l'année. Et puis, sinon, on peut vous les envoyer aussi par mail. En attendant, n'hésitez pas à nous transmettre vos coordonnées. Par rapport à la question du végétal local, c'était sur la filière, voilà. L'état de la filière, sur on va dire le volume de production qu'on arrive à atteindre aujourd'hui sur le territoire. Est-ce que vous avez les réponses? Pour l'instant, en fait, déjà, on voit que déjà, c'est une filière qui est en plein essor. On doit être à peu près à 70 producteurs labellisés en France. Et si on regarde sur le Massif central, donc il y a la pépinière Nachaz qui est dans le Cantal et qui fournit du coup des végétaux ligneux, plutôt des sujets jeunes. Et puis on a
plein de nouveaux pépiniéristes, pépinière brin d'herbe dans le parc Livradois-Forêt. On a la pépinière Osmi qui est à Saint-Julien-Molin-Molette dans le parc du Pilat. On a les semences du Puy qui fournissent des semences herbacées et ligneuses qui sont adhérents depuis 2 ans. Donc, on a des pépiniéristes aussi qui sont en train de s'installer, qui ont participé aux formations. Donc, finalement, on se rend compte que ça se développe. Après, il y a des outils qu'on peut développer aussi pour finalement sécuriser un petit peu la production de végétaux, c'est les contrats de culture. Donc ça peut être intéressant à mettre en place. C'est-à-dire que quand on anticipe son projet de plantation, on peut très bien finalement donner une liste de végétaux à produire à son pépiniériste local. Et comme ça, c'est un peu aussi sécurisé entre l'offre et la demande. Ça peut être une des réponses. Donc, globalement, une filière en essor, mais difficile quand même de quantifier aujourd'hui la demande. Nous, l'enquête qu'on a pu réaliser, elle ne permet pas de pouvoir chiffrer aujourd'hui l'offre et la demande sur ce thème. En tout cas, c'est sûr que c'est ça. Oui, je te passe la parole, Frédéric. Ouais. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment un enjeu majeur, même en termes de développement durable de manière générale, puisqu'une partie de l'approvisionnement vient encore malheureusement de très très loin, avec des végétaux qui sont pas du tout adaptés à notre climat. Frédéric, tu souhaitais ajouter quelque chose? Oui, on a une petite agence, on fait du conseil, mais aussi de la maîtrise d'œuvre. On utilise le végétal labellisé local depuis déjà 3-4 ans. Donc, pour tous, après, il faut comprendre, ça dépend de la nature du végétal. Tout ce qui est vivace et petit arbuste, nous, on utilise beaucoup le contrat de culture parce qu'on est sur des marchés publics et on a toujours largement le temps dans le réseau des pépinières, il y en a à chaque fois des nouvelles, de faire ça pour des plantations de rivières, de Bordeaux ou d'extensifs en pleine nature. Pour ce qui est sur de la pleine nature, sur des plants forestiers, il n'y a pas de souci non plus. On arrive à les trouver encore, peut-être parce qu'on n'a pas beaucoup de concurrence pour les planter, c'est peut-être aussi pour ça. Là où c'est pour l'instant pas encore possible, c'est pour tout ce qui est plantation d'arbres en milieu urbain, puisque les pépinières ont commencé à produire des arbres pour le milieu urbain, c'est-à-dire remonter pour qu'on puisse, des piétons passer en dessous ou être plantés sur des espaces publics. Ça a été lancé par notamment la pépinière Soupe, par les grandes pépinières de Rhône-Alpes. C'est un peu en avance, mais il faudra encore attendre 5-6 ans pour qu'il soit disponible en milieu urbain. Avec le bémol, comme j'évoquais, c'est que le cœur de Saint-Étienne métropole, mais aussi de toutes les autres métropoles, sont 3 à 4 degrés plus chauds que la campagne, mais ça représente en surface totale de Saint-Étienne métropole, je ne sais pas, 5 à 10% qui sont plus chauds, quoi. Donc on peut mais quel est le végétal local en cœur urbain qui va être plus proche d'un climat de Montpellier que du reste, mais ça représente peu de surface globalement par rapport au territoire métropolitain stéphanois. Merci beaucoup. On arrive presque à la fin du temps qui nous est imparti. Je propose qu'on repasse rapidement la parole à Madame Fayolle pour si elle souhaite nous donner quelques petits mots de conclusion par rapport à leur expérience. Oui, merci beaucoup, Madame Chanteux. Oui, alors, oui, je voudrais bien dire un petit mot. Alors, vous dire que, bien sûr, j'ai été ravie de partager avec vous ces expériences. Et quand je dis ces expériences, j'insiste bien là-dessus parce que vous avez vu, c'est très partenarial. Donc, ça, je veux vraiment insister là-dessus. Et la richesse, je pense qu'il faudra qu'on intègre à cette stratégie qu'on est en train d'écrire, c'est surtout valoriser tous ces outils, tous ces savoir-faire, toute cette expérience qu'on a acquise au cours de ces contrats. Ça me paraît quelque chose de très important, d'associer tous nos partenaires, les acteurs socio-économiques, institutionnels, qui sont
présents pour aller vers cette croissance verte. Et ça, c'est très important. Et puis, voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de dire et qu'on va continuer sur notre lancée et qu'on va porter haut et fort ces thématiques et qu'on espère bien, pouvoir égrener autour de nous parce que c'est aussi ça, c'est pas être seul, c'est arriver à multiplier les projets dans les années à venir et les réalisations, surtout, pas que les projets, mais les réalisations. Et puis, je souhaiterais, si vous me permettez, revenir sur la première partie du chat. Lorsque j'ai dit que ce n'était pas très à la mode, c'est Marie-Lise, je n'arrive pas à lire tout le nom là. Montagne. Oui. Voilà, j'aimerais bien vous dire, madame, quand j'ai dit que ce n'était pas très à la mode dans les années 2014-2015, je n'ai pas dit que les choses n'étaient pas prises en main. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas déjà eu des rapports budgets, qu'il n'y avait pas déjà des alertes qui étaient données. J'ai simplement dit, ça c'est mon expérience, ça n'engage que moi, mais je vois bien la différence, si vous voulez, en quelques années. Et à mon sens, la COP21, qui s'est tenue à Paris en 2015, a été vraiment un accélérateur. À une époque, il y a eu énormément d'espoir qui avait été autour de cette COP et au niveau des échanges qu'il y avait eu sur cette COP21. Et c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui s'emparent des sujets. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est difficile. On ne peut pas s'emparer comme ça d'un sujet en peu de temps en disant ben on va s'occuper de ça. Vous voyez, ce que je voulais dire, c'est que c'est un travail de longue haleine. Et à mon sens, c'est plus, comment dire, il y a plus peut-être de facilité ces dernières années parce que les gens sont peut-être, c'est des sujets donc, qui s'emparent un peu plus. Mais je n'ai jamais dit qu'il y avait, ça j'aime pas trop, ce n'est pas du tout mes propos, hein, donc je voulais rectifier ça, madame. Voilà, mais à votre disposition pour échanger avec vous sur ces sujets qui sont passionnants. Vous devez le voir, c'est des sujets qui me passionnent. Voilà, merci. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Oui, effectivement, on a vu que c'était forcément une politique de longue haleine et qu'il faut faire diffuser ça sur les territoires et ça prend du temps. Je remercie vraiment au nom de Mosaïque Environnement les participants, les intervenants qui ont bien voulu jouer le jeu de cette table ronde. Merci beaucoup. Et je vais repasser la parole à Yael pour la conclusion. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette table ronde et vos partages respectifs.